Est-ce l'été de tous les dangers sur le front climatique? C'est le grand angle de ce dimanche 1er août. Incendie aux États-Unis et température record au Canada, tout comme en Sibérie, inondations en Europe et en Chine. L'été 2021 est marqué par des catastrophes naturelles en cascade. Peut-on s'en protéger et peut-on encore inverser la tendance? Emma Aziza, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hydrologue, spécialiste de la résilience des territoires face aux risques climatiques extrêmes. Et avec nous depuis Bruxelles, Jean-Pascal Van Ipperzeel, professeur de climatologie à l'Université de Louvain, ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont vous êtes toujours membre. Emma Aziza, est-ce qu'on vit un été hors norme? Oui, clairement, on a des réactions hydrologiques que l'on n'a jamais connues. En fait, on a toujours eu une variabilité climatique avec des extrêmes, que ce soit des extrêmes en matière de sécheresse. On traversait en 1303 le Rhin à pied, donc on a déjà eu des étiages très sévères. En fait, ces rivières qui sont totalement à sec, c'est ce qu'on a aussi connu ces 4 dernières années. On a déjà eu des inondations records partout dans le monde, puisqu'il y a cette variabilité naturelle. Mais ce que l'on vit là, c'est quelque chose d'un nouvel ordre, où on voit vraiment, dans tous les cas, sur la signature hydrologique, la réponse en fait des pluies et la manière dont le territoire va s'emballer ensuite derrière face à ces pluies, c'est quelque chose de très singulier que l'on n'a jamais vu. Et puis surtout, c'est quelque chose qui s'alimente entre ces dômes de chaleur et ces vagues de fraîcheur qui derrière finalement engendre quelque chose d'encore jamais vu. Jean-Pascal Van Ipperzeel, on parle toujours d'un point de rupture. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'il y a un emballement? Est-ce qu'on y est? Et le point de rupture, il devrait surtout être dans la prise de conscience parce que, vous savez, on annonce l'intensification à la fois des sécheresses et des pluies. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça depuis 30 ans dans les rapports du GIEC, noir sur blanc. Et donc, on ne devrait pas être surpris. Il se passe maintenant ce que les scientifiques ont averti qu'il se passerait il y a déjà longtemps. Donc, s'il devait y avoir un point de rupture, ça devrait être dans la prise de conscience par rapport à la nécessité d'agir beaucoup plus. Et cette prise de conscience, est-ce qu'elle intervient? Parce que vous êtes avec nous depuis Bruxelles. On sait que l'Allemagne, la Belgique, où vous trouvez, ont connu des inondations et des intempéries très fortes. Est-ce qu'il a fallu attendre qu'il y ait des dizaines de morts en Allemagne et en Belgique pour qu'il y ait une prise de conscience? Il y avait une prise de conscience. Je pense qu'en tout cas, je peux parler pour la Belgique où je me trouve. Je pense que la prise de conscience aujourd'hui est beaucoup plus forte chez tout le monde. Plus personne ne peut nier l'importance du dérèglement climatique et des conséquences à la fois humaines terribles et matérielles et aussi pour les écosystèmes et pour l'environnement. Et donc je pense que dans les mois, les années qui viennent, les décisions en matière climatique vont être grâce à ça, malheureusement grâce à ça, mais plus forte, de manière à prévenir mieux ce genre d'événement. On va regarder quelques images qui sont des images du jour. La planète fond, la calotte glaciaire au Groenland se réduit chaque jour de 8 milliards de tonnes, soit le double du rythme moyen en période estivale, en cause des températures de plus de 10 degrés supérieures aux normales saisonnières. La planète brûle, comme sur la côte touristique de la Turquie. Les résidents de plusieurs hôtels ont dû être évacués. Et la planète, vous allez le voir, se noie. Au Bangladesh, au moins 20 personnes ont perdu la vie. La mousson et les glissements de terrain ont isolé plus de 300 000 personnes dans le sud-est du pays. On est passé d'une menace pour les générations futures à une menace pour nous déjà ? Je pense. Il y avait déjà une menace de toutes les façons. On était déjà confronté à un risque d'inondation qui est le risque le plus mortel au monde en matière de risque naturel. Maintenant, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on est face à nos systèmes qui sont extrêmement fragiles, très vulnérables. Est-ce qu'ils vont être capables de rebondir, de devenir résilients? Et puis surtout, il faut comprendre que ça peut nous concerner, nous, ici, demain. On l'a vu, par exemple, au mois de juin. On a été confronté à des pluies extrêmement torrentielles qui ont traversé la France. Rappelez-vous la ville de Reims qui était complètement sous les eaux. Ce sont des risques qui ne sont aujourd'hui pas cartographiés puisqu'ils se déroulent en dehors des rivières. Cela se déroule dans les rues. Donc en fait, c'est vraiment des pluies gigantesques, si vous voulez, diluviennes, qui vont s'abattre sur le territoire et qui vont chercher les axes d'écoulement préférentiels. Et bien souvent, là où ça a été urbanisé ou bien sur le plan agricole, il y a eu justement une gestion qui va favoriser des axes de drainage. Donc ça emporte des sols, ça emporte les rues. Et donc on est beaucoup plus fragile
fragile face à ça. Mais ça, c'est une première chose. Est-ce que ça veut dire, je rebondis sur ce que vous dites, est-ce que ça veut dire qu'il faut déjà se poser la question aujourd'hui de déplacement de population? Si les villes sont devenues dangereuses. C'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'il y a déjà des villes en France où on a décidé de déplacer des parties entières de villages. Suite aux inondations de 2002 dans le Gard, on a décidé de prendre une partie d'un village qui était situé au bord du Gardon, un petit cours d'eau Cévenol, et de détruire ces maisons-là et de reconstruire en amont du village. Parce qu'effectivement, le niveau de la hauteur d'eau atteinte dépassait le toit refuge. Et dès lors qu'en fait, on n'est plus capable d'assurer la vie humaine à l'intérieur d'un bâtiment, on décide de délocaliser. C'est le cas par exemple à Nîmes qui a fait le choix de délocaliser certaines personnes lorsque l'humain est en danger. Même question pour vous en Belgique, puisque sur place, chez vous, la polémique gronde. C'est vrai, je pense que ce qui s'est malheureusement passé ici a montré qu'il fallait accroître très nettement le degré de résilience, le niveau de préparation. Il fallait réfléchir à l'aménagement du territoire, au fait que l'on a bétonné trop de surface, que l'on a macadamisé trop de surface, qu'on a parfois construit là où on n'aurait pas dû construire, là où il était imprudent de construire. Donc je crois que tout cela va devoir être remis en question et il va falloir améliorer les systèmes d'alerte aussi, de manière à beaucoup mieux prévenir et à temps les populations quand la dernière solution c'est d'évacuer rapidement. Ça c'est ce qu'on appelle l'adaptation, les mesures d'adaptation. Et puis alors aussi, si on veut collectivement, quand je dis on, c'est l'humanité, éviter que ce genre de phénomène continue à s'intensifier, s'aggraver beaucoup plus, parce qu'on n'a encore rien vu. Hein. Je peux vous dire que ce qui est annoncé est bien pire que tout ce qu'on a déjà vu, si on reste sur la même trajectoire. Mais si on veut empêcher que ces prévisions très pessimistes en quelque sorte se réalisent, il faut absolument décarboner, réduire les émissions de gaz à effet de serre, sortir des combustibles fossiles, arrêter le déboisement le plus vite possible. Alors on y vient justement, puisque depuis lundi, des représentants de 195 États et des scientifiques préparent la sortie du 6e rapport du GIEC. C'est prévu pour le 9 août. Alors que les pluies diluviennes, les températures records et les méga-feux dévastent la planète, ce rapport intègre pour la première fois un chapitre sur les événements climatiques extrêmes. Jean-Pascal Van Ypersele, le rapport a fuité en juin, décrivant un réchauffement retombé cataclysmique, c'est-à-dire? Alors, c'est d'abord celui qui a fuité en juin, c'est un vieux brouillon d'il y a 6 mois, et c'est pas le brouillon de ce rapport-ci. Donc, il y a une confusion. Donc, le rapport du GIEC est divisé en 4 parties. La première partie qui porte sur les aspects climatologiques et qui va effectivement être publiée le 9 août, et je participe à sa finalisation encore dans toute la semaine qui vient. Ce n'est pas la partie qui a fuité. Ce qui a fuité, c'est un brouillon, un vague brouillon, je devrais dire, du 2e volume, celui qui porte sur les impacts des changements climatiques. Volume qui sera finalisé et le contenu sera sans doute assez différent de ce qui a fuité en février prochain. Mais alors, à quoi s'attendre pour le 9 août? Vous savez, largement une confirmation. Bien sûr, je ne vais pas déflorer le contenu du rapport, ce serait tout à fait inapproprié, mais au fil des rapports, le GIEC n'a cessé, depuis sa création en 1990, de préciser son diagnostic. Déjà dans son premier volume que j'ai avec moi, on écrivait noir sur blanc que les événements extrêmes associés au cycle hydrologique allaient s'intensifier, plus de sécheresse, plus de pluie. Donc ce genre de diagnostic va être précisé. On sait évidemment beaucoup mieux dire où les choses risquent de se passer. Il y a bien des chiffres qui sont raffinés, mais la base du diagnostic reste la même. Si on veut éviter que le climat ne se dérègle bien davantage, il faut quitter les combustibles fossiles et arrêter de déboiser. Et ce message-là sera encore redit le 9 août. C'est en fonction de ce rapport que les décisions en matière de lutte contre le dérèglement climatique seront prises lors de la COP26, prévue en novembre en Écosse. 6 ans après l'accord de Paris, on en est où? Est-ce que vous êtes satisfaite? Je crois qu'on avance en tous les cas. Là où on commence à avancer, ça devient intéressant, c'est en matière d'adaptation, puisque ça a été vraiment le parent pauvre pendant 30 ans des politiques climatiques. On en parlait, mais c'était vraiment mis à l'écart. Aujourd'hui, on est face au mur, donc il va falloir de toutes les façons s'adapter à des températures extrêmes, à des canicules, adapter nos bâtiments à des sécheresses, parce que ça coûte plus cher qu'un risque d'inondation. Vous travaillez précisément sur le bâti. Oui, on travaille vraiment sur des villes et on cherche à rendre résilients des villes entières en adaptant,
en réfléchissant en fait à la hiérarchisation des mesures qui vont être adaptées. Par exemple, certaines mesures, ce sont des travaux. Parfois, les mesures, ce sont simplement justement ces gestes d'alerte, le fait d'accompagner la famille, d'accompagner le chef d'entreprise, tous ces enjeux sur les territoires qu'il va falloir protéger pour déjà leur permettre de comprendre quelle hauteur d'eau peut arriver chez eux. Et ça, c'est une information qui est cruciale parce que si on a 20 cm ou on a 2 mètres de hauteur d'eau, on ne doit pas réagir de la même manière. Prenons un exemple concret, celui de la ville de Paris qui est assez connu à travers la planète. On est dans une ville, c'est du bâti très ancien, une grande densité de population, un fleuve qui coule au milieu, des épisodes de pluie intense, des épisodes de sécheresse. Comment on fait concrètement pour adapter Paris au changement climatique? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait de travailler sur l'aléa lui-même, c'est-à-dire sur la menace. Donc là, il y a un programme qui est en cours, ce qui s'appelle la Bassée, qui va permettre en fait de détourner une partie du débit du fleuve et donc d'avoir une sorte de zone d'expansion de crue pour éviter que cette eau n'arrive sur Paris et éviter d'avoir un maximum de crues, si vous voulez, dans le pic. On a aussi des grands lacs réservoirs à Paris. Donc c'est un cas très particulier, Paris, qui permet de régir ce débit. Maintenant, il faut aussi travailler à l'échelle des bâtiments, à l'échelle des immeubles, à l'échelle des maisons. Parfois, certains immeubles vont être soumis à une inondation par capillarité parce que la nappe va remonter. C'est ce qui s'est passé en 2016 et 2018 lors des crues de la Seine. Parfois, c'est de l'eau qui va venir de la Seine directement ou bien des effets de ruissellement liés à des risques torrentiels. Donc, en fait, à chaque fois, on va avoir des solutions sur le bâtiment et puis, une fois qu'on a protégé le bâtiment jusqu'à une certaine hauteur d'eau, il va falloir protéger l'humain. Jean-Claude Van Nipperzel, on va conclure avec vous. C'est toujours assez angoissant quand on parle de climat. Est-ce que c'est une bonne chose? Il y a ceux qui disent qu'il faudrait être peut-être pas plus joyeux, mais un petit peu plus léger, un petit peu moins anxiogène quand on en parle. Comment vous positionnez-vous par rapport à ça? Mais je pense que ce qui se passe est très inquiétant et voir se réaliser très concrètement dans mon pays les prévisions du GIEC d'il y a plusieurs dizaines d'années, je dois dire que ça m'a touché personnellement. Mais je pense qu'il faut essayer de focaliser notre énergie vers l'action, vers la prévention, que ce soit du côté de l'adaptation chez nous, mais aussi l'adaptation dans les pays développés, dont il ne faut pas oublier que chez eux, les impacts risquent d'être encore plus graves parce qu'ils ont moins de moyens pour résister à ces événements climatiques. Et alors aussi, il faut travailler avec cette énergie que l'on aurait conservée pour prévenir et garder la Terre habitable. Je pense que si on rêve tous ensemble de garder la Terre habitable, on sera capable, comme Malraux l'a dit un jour, les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions. Je crois qu'il faut rêver tous ensemble très fort du fait que nous devons garder la Terre habitable pour tout le monde. C'est ça l'enjeu. Et c'est aussi bien du côté du climat, d'ailleurs, que du côté de la biodiversité, qui est aussi menacée par l'activité humaine. Et un rêve que nous espérons avoir partagé les trois ensemble, et puis avec nos téléspectateurs de 64 minutes. Jean-Pascal Van Nipperzel, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Bruxelles. Emma Aziza, merci à vous aussi.